à 9h07, c'est l'heure de notre débat de la semaine avec cette question sondage qu'on vous pose sur nos réseaux Twitter et Facebook. Sur Twitter, objectif école ouverte à la rentrée, selon l'expression de Jean-Michel Blanquer. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça vous semble réaliste? Vous votez beaucoup depuis 7h du matin et vous êtes assez partagé pour une fois. À 57%, vous y croyez. Il y a 43 non, forcément. On en débat tout de suite. Vous continuez bien sûr à voter et à commenter. On en débat tout de suite avec notamment Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, qui est le premier syndicat dans les collèges et les lycées. Bonjour Sophie Vénétité. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes par ailleurs professeur de sciences économiques et sociales dans l'Essonne. Avec le sociologue Serge Guérin. Bonjour Serge. Bonjour, bonjour à tous. Avec la conseillère d'arrondissement LR à Paris, Corinne Tapiero. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Et avec le journaliste Yoann Gillet. Alors bonjour Yoann. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Avant d'échanger tous ensemble, je vous propose de réécouter l'objectif école ouverte à la rentrée, c'est son expression. C'était jeudi avec donc le ministre de l'Éducation nationale. On ait une année scolaire 2021-2022 qui soit caractérisée par l'objectif école ouverte. Chacun peut être certain que nous allons ouvrir. 2, évidemment, les éléments essentiels que nous connaissons déjà seront présents, comme le port du masque, le respect des gestes barrières et l'ensemble des dispositifs qui sont très importants pour pouvoir maintenir les écoles ouvertes et notamment notre politique que l'on appelle tester, alerter, protéger. C'est évidemment favorable aussi à une année la plus normale possible. Une rentrée normale, une rentrée qui se fera au niveau 2 du protocole sanitaire, autrement dit en présentiel sans cours à distance. Ça, c'est ce que vient d'annoncer dans son entretien là, publié aujourd'hui dans le JDD, Jean-Michel Blanquer, avec, on l'a entendu, les gestes barrières, le nettoyage des locaux. Je vais commencer forcément par vous, Sophie Vénétité. Vous y croyez, vous, à cette école ouverte, à cette rentrée normale ? Alors, normal, c'est compliqué de parler de rentrée normale quand on vit une épidémie et quand on est sous pandémie, et une pandémie historique. C'est pas une rentrée comme on a l'habitude d'en faire, comme on a fait il y a 3 ou 4 ans. Maintenant, l'objectif, en tout cas nous en tant qu'enseignants, ce qu'on dit, c'est qu'il faut protéger l'école, il faut sécuriser l'école pour faire en sorte qu'on puisse rester ouvert le plus longtemps possible. Et ça, force est de constater que encore aujourd'hui, il nous manque des informations. Vous avez évoqué l'interview du ministre dans le JDD. Oui. Moi, je fais quand même remarquer qu'en tant qu'enseignant, on a donc découvert les conditions de rentrée hier soir à 23h45 dans un article de presse payant. Apparemment, c'est aussi quand même très révélateur de ce mode de fonctionnement du ministre. Et par ailleurs, dans cette interview et dans ce journal que je me suis donc empressée d'acheter ce matin, il n'y a pas toutes les informations nécessaires pour envisager une rentrée sereine. Donc oui, il est important d'avoir nos élèves en présentiel dans nos classes, plutôt que derrière un écran, mais il faut s'en donner les moyens, et ce n'est pas encore le cas. En même temps, il a dit dans ce même entretien que vous avez, j'imagine bien lu, qu'il avait consulté quand même les syndicats de profs cette semaine. A priori, c'est pas forcément le cas, j'ai l'impression. Alors, on a eu un échange très rapide avec lui jeudi, où on a posé un certain nombre de questions. Il n'a pas répondu, et il n'y a pas les réponses dans l'interview de ce matin. Donc, il y a une autre réunion plus longue mercredi prochain. On sera à une semaine de la rentrée des profs. Il serait temps que les réponses arrivent. Oui, on va revenir dans le détail de ce protocole sanitaire. En matière de communication, Yoann Gillet, là encore, on a l'impression que l'histoire se répète aussi. On est à 10 jours de la rentrée scolaire. Et comme le dit Sophie Vénétité, les profs la prennent par voie de presse. Et oui, mais je vais arrêter de dire toujours la même chose parce que j'ai pas envie de dire la même chose. On me traite d'anti-macroniste primaire. J'ai pas envie de ça. Donc on a compris qu'il y avait un vrai problème de communication et qu'on était dans l'improvisation. Mais je trouve surtout que pour pouvoir répondre à une question pareille, s'il faut ouvrir ou pas ouvrir, il faut se poser une question en 3 étapes. La première étape, c'est avant tout de se poser la question qui est d'ordre médical. Quelles sont les prévisions, l'intensité de la contamination, quelles tranches d'âge sont touchées, avec quelles conséquences pour chacune, etc. Combien de morts. Alors vous allez avoir des hypothèses de scientifiques parfois contradictoires, c'est comme ça, c'est le débat scientifique, et de toutes ces hypothèses, faudra quand même regarder la pire. Une fois la pire des hypothèses prises en compte, faut se poser une deuxième question, disons d'ordre médico-social. Puisqu'on parle des enfants, quels seraient les risques pour eux à court, à moyen et à long terme, par exemple les effets psychologiques et les conséquences d'un apprentissage à distance? Là encore, les scientifiques, ils doivent plancher là-dessus. On prend connaissance de toutes les hypothèses, des projections, et on accorde un intérêt particulier à la plus alarmante d'entre elles, tout en considérant les autres. Et puis enfin, 3e étape, à partir de là, on se pose une 3e question, qui est la question purement sociale, celle de nos valeurs et de nos priorités.
Par exemple, c'est un exemple, dans le cas de l'hypothèse d'une mortalité qui toucherait prioritairement des personnes très âgées, que l'on mettrait donc dans la balance avec les séquelles observées chez les enfants déscolarisés, comment est-ce qu'on arbitre? En gros, l'âge de la mortalité peut-il être pris comme un critère d'arbitrage? À quel endroit on met le curseur? Est-ce qu'une vie vaut une vie? Soit on répond non. Ça c'est les questions, oui, non, mais c'est presque. Pas moi. Mais oui, mais comment voulez-vous faire de la politique autrement? Soit on répond non, une vie vaut pas une vie. Dans ce cas, on prend des décisions en conséquence. Par exemple, on laisse les écoles ouvertes, et parce qu'on dit que les jeunes sont plutôt épargnés, que comme ça au moins ils n'en paieront pas les conséquences. Soit on dit que oui, la vie d'un de nos anciens vaut la même chose que la vie d'un de nos jeunes. Auquel cas, effectivement, la question de la fermeture des écoles, eh bien, elle doit se poser. Ce sont là que des exemples, si vous voulez, parce qu'il y a d'autres cas de figure possibles, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, Laurence, que pour répondre à cette question, en fait, il faut qu'on comprenne selon quels critères sociaux, moraux, le gouvernement arbitre et à partir de quelle hypothèse médicale retenue. Et à partir de ce moment-là... Je suis pas sûr qu'il y ait des critères... après, on va faire tourner la parole à Johan, mais je suis pas sûr que là, il y ait des critères sociaux et moraux. Hein. Là, effectivement... Mais sauf qu'on ne peut, et j'en termine par là, se prononcer qu'à partir du moment où on a compris de quelle hypothèse on partait, de quelle catastrophe médicale on part, et à partir de là, quels sont les outils moraux, quelles valeurs vont nous permettre d'arbitrer pour pouvoir prendre cette décision. Ouais. C'est comme ça qu'on fait, hein. Sinon on part des incantations, et les incantations, c'est pas de la politique. Et on donnera tout à l'heure la parole aussi à Madame la professeure. Corinne Tapiero, on l'a vu encore, hein, des manifs hier avec le hashtag touche pas aux enfants, sauf que là se pose aussi la question de ceux qui seront vaccinés, de ceux qui ne seront pas vaccinés, des moins de 12 ans. Vous l'avez lu peut-être aussi, cet entretien dans le JDD de Jean-Michel Blanquer, hein, qui prévoit qu'en cas de contamination, l'enfant à contact devra s'isoler pendant 7 jours en suivant un enseignement à distance. Beaucoup dénoncent aussi une distinction, comme chez les adultes, entre les vaccinés et non vaccinés. Corinne Tapiero? Alors, je ne sais pas si on est dans la distinction vacciné-non vacciné. En tout cas, on est dans l'incohérence totale des mesures qui sont prises. On ne peut pas annoncer une rentrée normale dans la mesure où déjà des enfants de 6 ans avec un masque, c'est pas normal du tout. Bien sûr. Et de surcroît, on ne peut pas considérer qu'il y ait une rentrée normale quand on dit aux parents, si votre enfant est cas contact, il sera absent 7 jours. Ce qui veut dire que l'ensemble de la classe va être absente 7 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas un seul enfant qui va être isolé avec une difficulté de mettre en place un apprentissage en distanciel, ça va être l'ensemble de la classe, il aura été en contact avec d'autres, donc c'est assez incohérent. Moi, ce que je ne comprends pas beaucoup, c'est la logique de cette politique sanitaire. On oblige les soignants à être vaccinés, ok, donc acte, mais on l'oblige pas, on ne le demande pas aux enseignants. Vous seriez pour la vaccination obligatoire des enseignants? On ne peut pas demander à des enfants de moins de 18 ans, entre 12 et 18 ans, d'être vaccinés sans demander la même chose aux enfants. On va faire rebondir sur cette question. Juste une seconde, je termine. Allez-y. Parce qu'il y a eu des enseignants qui ont été malades, qui sont rentrés dans une classe et toute la classe était cas contact. Donc il y a quand même c'est l'incohérence. Après, je ne juge pas la validité de la mesure. Je juge la validité de la cohérence des mesures qui sont proposées. Il n'y a aucune logique à ça. Alors, en revanche, je ne veux pas critiquer pour critiquer, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et c'est depuis le début de cette pandémie qu'on est dans cette situation. Et là, on met les parents dans une incertitude totale, parce que naviguer à vue quand on est parent au rythme d'un pseudo-cas contact, je pense que les parents doivent se faire des cheveux blancs en ce moment. Sophie Vénétité, je voulais vous faire rebondir là sur les propos de Corinne Tapiero sur la notion de vaccination qui n'est pas obligatoire pour les enseignants, hein. Oui, alors, il faut quand même rappeler que nous, en tant qu'enseignants, très tôt, on a demandé à être prioritaire pour la vaccination. Dès le mois de janvier, on avait dit que bien évidemment, il est important que les soignants et les personnes vulnérables soient vaccinés le plus rapidement possible, mais ensuite, on avait demandé à passer juste après. On l'a demandé tout au long de ces derniers mois. Et à chaque fois, Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran, l'ensemble du gouvernement nous ont dit non, pas de priorité pour les personnels de l'éducation nationale. Je me souviens par exemple d'une déclaration d'Olivier Véran qui, lorsqu'il était interrogé là-dessus, disait une priorité pour les soignants et les pompiers, mais pas pour les enseignants. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous, on était tout à fait conscients de notre rôle et de l'importance de se vacciner pour garder les collèges et les lycées ouverts, on a été se faire vacciner. Et on est passé outre tous les obstacles tous les bâtons dans les roues qu'on nous a opposés. On sait, à partir du mois de mars, du printemps dernier, on a essayé de savoir ce qui se passait dans les centres de vaccination. Moi, j'ai le souvenir qu'on s'est refilé les bons plans vaccination entre nous. Ce qui s'est passé, moi, par exemple, dans mon lycée, on s'est retrouvé à s'échanger
changé les bons plans de vaccination sur l'environnement numérique de travail au mois d'avril dernier, parce qu'on voulait à tout prix se faire vacciner et qu'on ne nous permettait pas de le faire rapidement. Donc, c'est pas tant la question aujourd'hui de l'obligation vaccinale des enseignants qui se pose aujourd'hui, après on verra plus tard, mais aujourd'hui, il faut quand même se rappeler qu'on est très nombreux à être vaccinés, qu'on a fait les démarches pour être vaccinés le plus rapidement possible, ce que par ailleurs, le gouvernement nous a toujours refusé. Oui, c'est ça. Serge Guérin. C'est pas simple votre affaire. Hein. Non, non. C'est l'affaire de tous. Ouais. Par où commencer? Oui, justement, c'est l'affaire de tous. C'est ça qui est important à rappeler, c'est que il y a toutes les familles et donc tous les gens aussi. Il y a le rapport au travail. Il y a tout ça qui est derrière. En écoutant l'enseignante, je me disais oui, c'est rentrée normale, mais en fin de compte, il y a des jeunes enseignants qui vont démarrer en fait, je sais pas, leur troisième année sans jamais avoir connu une rentrée habituelle. Oui, c'est vrai. Donc c'est quand même un petit peu singulier. La première chose quand même à rappeler, c'est qu'on est, je crois, le pays en tout cas équivalent où on a pu maintenir ouvertes les écoles et la formation le plus longtemps possible. Ce qui est quand même aussi accréditer les autorités. Et que ensuite, oui, en effet, c'est faire des choix compliqués dans des situations où on ne maîtrise pas tout. Et donc, c'est ensuite donner les meilleurs moyens pour essayer de maintenir ouverte cette histoire d'école parce que, encore une fois, c'est quand même ce qui répond le mieux à des formes pédagogiques actives, à permettre aussi une égalité ou le moins d'inégalité possible, ainsi de suite. Puisqu'on sait que quand on est à distance, quand même, ça renforce encore un certain nombre d'inégalités, pas seulement des inégalités techniques, mais des inégalités parce qu'on a besoin d'un lien particulier avec l'enseignant pour apprendre et autres. Et donc, c'est peut-être que ça serait, alors c'est peut-être pas le moment, mais en même temps, je crois que c'est vraiment le moment peut-être de se rappeler ou de réfléchir ou de conforter à quoi sert l'école. Et qu'est-ce qu'on veut faire de l'école. Et de se dire, finalement, derrière cette question, il faut que ce soit une école ouverte, mais pourquoi on veut que ce soit une école ouverte? Pourquoi l'école, c'est aussi important? Peut-être se redire que c'est quand même une des priorités totales et que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne peut pas ou elle n'arrive pas à réussir à répondre à tous ces engagements-là. Et peut-être en profiter, de dire, mais si on veut que l'école soit ouverte, si on veut que ce soit aussi prioritaire, et je reprends un peu ce que disait Johan, c'est quoi les priorités? Et finalement, c'est de se dire ça aussi. Et c'est faire de la politique au plus beau sens du terme. C'est-à-dire que la politique de l'école, c'est une des grandes politiques citoyennes de notre pays. Qu'est-ce qu'on veut en faire aujourd'hui? Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne marche pas toujours excellemment, qu'il y a plein de problématiques et autres. Et peut-être arriver à en profiter en disant, mais comment on pourrait faire mieux? Comment à ce moment-là on pourrait mieux répondre aux choses? Comment on pourrait aussi mieux écouter les attentes des uns des autres? Peut-être profiter de ce moment. En même temps, vous êtes non, le moment crucial, c'est à 10 jours de la rentrée. Est-ce qu'elle va se maintenir ouverte et ainsi de suite? Et oui, bien sûr qu'il y a ça aussi. Mais comment on fait aussi pour qu'elle soit mieux maintenue ouverte? Comment on implique mieux les gens? Comment on implique mieux le corps enseignant? On va peut-être laisser répondre les profs de terrain. Sophie Vénétité. Cette limite-là, comment on retrouve un équilibre entre les uns et les autres? Je laisse réagir à toutes ces questions ouvertes, Sophie Vénétité. Oui, bien sûr. Alors, bien évidemment, si on prend le point de vue de la lutte contre les inégalités, on sait très bien qu'il est important que les écoles restent ouvertes. Nous, on l'a vu quand on a eu le confinement avec l'école à distance, on a perdu des élèves parce que l'école à distance, c'est compliqué, toutes les familles ne sont pas bien équipés, etc. Donc, c'est important de pouvoir garder ces collèges et ces lycées ouverts. Mais après, la question, c'est comment on fait? Nous, on a posé un certain nombre de questions depuis de nombreux mois. Comment est-ce qu'on équipe les familles qui ne sont pas bien équipées? Comment est-ce qu'on se donne les moyens de garder les établissements ouverts? Un exemple très concret, on sait que la question de l'aération est cruciale. Ça fait 18 mois qu'on dit qu'il faut équiper les collèges et les lycées en capteurs de CO2. Les capteurs de CO2, Voilà, toujours 18 pas. mois qu'on tient ce discours. À 10 jours de la rentrée, le ministre nous dit c'est important, je discute avec les collectivités territoriales. Donc là, on voit bien qu'il y a des discours qui parlent d'une priorité, mais dans les actes, il ne se passe rien. Donc, il faut mettre les actes en conformité avec nous, ce qu'on demande, c'est-à-dire faire en sorte que l'école fonctionne et fonctionne en ouvrant les collèges et les lycées dans l'intérêt de tous, mais avec de bonnes conditions. Moi, j'ai une question très concrète à vous poser, Sophie Vénétité, et vous êtes prof. Voilà, dans 10 jours, c'est la rentrée. Cette rentrée est particulière aussi. Comment ça va se passer? Vous n'allez pas vous retrouver avec vos étudiants, vos élèves, en disant qui est vacciné, qui ne l'est pas? Non. Alors c'est vrai qu'on attend. Moi, on attend encore des informations pour savoir comment ça va se passer. Moi, en tant qu'enseignante, c'est pas à moi de savoir qui est vacciné, qui n'est pas. C'est pas à moi de faire le tri entre les vaccinés et les non vaccinés. Par exemple, si je veux organiser une sortie au musée
dans 3 semaines avec mes élèves. Le musée est soumis au pass sanitaire, et d'ailleurs Jean-Michel Blanquer en parle dans son interview ce matin. Et que se passe-t-il dans ce cas-là? Et on n'a toujours pas la réponse. Oui, et il dit qu'on peut faire des tests, sauf que les tests vont devenir payants. Donc là, la notion de gratuité de l'école se repose encore, et on parlait d'égalité aussi sociale aussi, quoi. Donc il y a encore plein de questions sans réponse. Et même moi, je sais quelle classe je vais avoir dans 10 jours. Mais c'est vrai qu'après, en termes d'organisation de l'année, j'ai commencé à préparer mes cours, à me projeter sur l'année. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Yohann Gillet. Oui. C'est pas étonnant qu'on soit tous sidérés et qu'on ne sache pas finalement comment se positionner par rapport à cette affaire de rentrée. On est sidérés pour une raison très simple, c'est qu'en fait, elle a une vertu, cette crise du Covid, c'est qu'elle nous met face à toutes nos failles, à toutes nos incohérences, à tous nos retards et à tous nos archaïsmes. Regardez, on se demande si l'école, elle serait pas potentiellement un foyer de contamination. Enfin, quand on est plus de 30 par classe, dans des écoles en béton enfermées entre 4 murs, honnêtement, ça laisse peu de place au doute quand même. On se doute bien que ça va être un foyer de contamination. Alors c'est vrai que si nous étions davantage inspirés par, j'en sais rien, le modèle scandinave et ses écoles en plein air, j'écoutais un reportage l'autre jour où ils expliquaient, je crois que c'était au Danemark, qu'il y avait 2 classes de maternelle sur 10, je crois, qui faisaient cours dans la forêt. Eh bien, c'est sûr que la question... C'est pas très beau en ce moment. Non, mais, bien sûr. C'est vrai que la question de l'hyperconcentration dans les classes, elle se poserait différemment forcément. Donc en fait, c'est une question de modèle qui se pose. Et j'avais cru comprendre lors de la première allocution d'Emmanuel Macron en mars 2020 sur la crise du Covid, qu'il avait pris conscience de la folie du monde dans lequel nous vivions, et notamment de notre dépendance en termes de production, par exemple de masques, des grandes puissances économiques comme la Chine ou d'autres. Mais je crois qu'il est temps de passer de la parole aux actes et de profiter de cette crise pour expérimenter des idées nouvelles, plutôt que de saupoudrer et de mettre sous anesthésie. Je pense que, par exemple, mettre progressivement en place des écoles différentes, des écoles qui seraient davantage en connexion avec la nature. On nous parle de fabriquer une génération de citoyens écologiques. Et on nous dit de se réinventer. Corinne Tapiero va intervenir, j'ai l'impression. Oui, j'aime beaucoup toutes ces idées inspirées d'ailleurs. Alors, c'est absolument exaspérant qu'on ne soit pas capable de se conformer à un modèle français, qu'on aille chercher des idées ailleurs. L'école ouverte dehors, dans la forêt, c'est bien quand on habite en zone plus rurale, mais quand vous habitez à Paris, par exemple, où il y a 659 écoles maternelles et primaires, plus les collèges et les lycées, je vois assez mal se dérouler des cours, quels qu'ils soient, dans un jardin ou autre. Donc ça, c'est vraiment un leurre, c'est une façon d'amuser le terrain. Moi, je regrette quand même que depuis 4 ans... Attendez, excusez-moi, Yohann. Je regrette quand même... D'accord, mais il faudrait que je vous réponde quand même, parce que c'est important. Oui. Que depuis 4 ans, nous n'ayons pas eu une vraie vision de l'école. Et ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question politique. Il y a eu des engagements qui ont été pris au départ. Aucun n'a été respecté. Il ne devait pas y avoir de loi Blanquer. Il y en a eu une. La dernière fois où on a parlé pendant une campagne électorale d'école, c'était la campagne de Jacques Chirac. Donc, absolument, mais vous avez raison. C'est vous dire si ça remonte loin. Il souhaitait faire un constat partagé de l'école et ensemble prendre des mesures. Il y a des choses qui ont été faites, il y a eu des avancées, tout n'est pas formidable, mais on aurait pu effectivement profiter de cette pandémie, au lieu de faire de l'agite propre et de la communication pour les réseaux sociaux qui n'intéressent qu'un groupuscule d'initiés, on aurait pu en profiter pour poser les bases d'une nouvelle école. Mais ça, on n'a pas eu le courage de le faire. Très rapidement. Parce que c'est pas politiquement correct. Non, mais ça, c'est intéressant. Une vraie vision de l'école. Ça vous parle, j'imagine, Sophie Vénétité. Pour beaucoup, c'est la dernière rentrée scolaire du ministre de l'Éducation nationale du quinquennat Macron. Forcément, pour beaucoup, il aurait été le ministre de protocole jamais co-construit aussi. C'est ça qui manque, cette vision de l'école, c'est qu'elle n'est pas nourrie non plus par les enseignants. En tout cas, il manque effectivement cette capacité à nous écouter, à nous entendre. Ça s'est beaucoup vu sur la crise sanitaire, quand on découvre les choses, notamment les protocoles dans les médias ou autres, quand on fait des réunions et où on pose des questions et où on n'a pas de réponse, mais aussi sur d'autres plans. Je pense par exemple à la question de la réforme du lycée et la réforme du bac. On a dit beaucoup de choses, on a montré sur le terrain que ça ne fonctionnait pas, et le ministre a continué à avancer un peu seul contre tous. Donc c'est vrai que la question de ce qu'on veut pour l'école en temps de pandémie et même en dehors d'un temps de pandémie, elle se pose, elle n'a pas eu de réponse jusqu'ici. Je me rappelle qu'aussi Emmanuel Macron a beaucoup parlé du modèle quoi qu'il en coûte. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissements dans l'école en temps de pandémie. Donc ça va être un des enjeux des prochains mois. Ok. Très rapidement, Yohann Gillet, parce qu'on arrive au terme de ce débat.
Très rapidement, c'était juste pour répondre à Corinne. C'est le problème des interventions courtes, c'est qu'on ne peut pas toujours tout déployer. Évidemment que je ne dis pas qu'il faille passer du jour au lendemain d'une école de béton à une école écolo. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit nous engager sur un chantier de réflexion. Par exemple, le problème de l'hypermétropolisation, justement, de nos villes. Ça, c'est un vrai problème. Et il faut y réfléchir. Et puis, effectivement, ce que je veux juste vous dire par là, c'est que la pandémie, c'est un moment finalement que l'on doit prendre entre guillemets comme une chance plutôt que justement de s'amuser tous à se faire peur. Et il faut engager des véritables réflexions comme vous le disiez plutôt que de s'amuser à se faire paniquer et de se maintenir sous pression. C'est juste ça que je veux dire, mais on aura l'occasion d'en reparler. Exactement. C'est ça que je veux dire. Exactement. En tout cas, merci à vous quatre d'être intervenus dans ce débat. Bonne rentrée à vous et surtout bon courage Sophie Vénétité. Merci à Serge Guérin, merci à Corinne Tapiero, merci à Johan Gillet. On se retrouve dimanche prochain pour la dernière de l'été et sur Twitter, vous êtes 56% à y croire à une rentrée presque normale. Voilà, et merci à vous pour ce débat de la semaine.